Je tiens d'abord à remercier la Fondation Gabriel Péri de m'avoir invité à présenter ce papier, cette communication qui porte sur la souveraineté alimentaire et l'intégration régionale en Afrique, le rôle des organisations régionales. Dans mon plan d'exposition, j'aborderai deux grands points. Le premier point, c'est la situation alimentaire des pays africains, dans l'optique de voir comment se pose le problème de la souveraineté alimentaire. Et dans ce premier point, deux aspects seront vus, la situation dans la CEMAC, c'est-à-dire les pays de l'Afrique centrale, et la situation dans la CEDEAO, c'est-à-dire les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et en deuxième point, j'aborderai les stratégies agricoles régionales, qui sont comme des réponses pour atteindre la souveraineté alimentaire. Et donc là, nous verrons trois aspects. Les politiques agricoles communes qui ont été mises en place récemment, les contraintes auxquelles sont confrontées les organisations régionales. Puis le troisième point portera sur la question des complémentarités productives. Alors, la problématique. En fait, le dilemme aujourd'hui en Afrique, le problème en Afrique se pose à trois niveaux. Et ces trois niveaux se résument au niveau de ces trois questions qui sont en même temps des choix de politique. Alors, les pays africains ont à choisir la sécurité alimentaire ou la souveraineté alimentaire. Ça, c'est le premier aspect. Dans ce cadre-là, ils peuvent mettre l'accent sur la production agricole locale ou bien importer des biens alimentaires pour nourrir la population. Ça, c'est la deuxième problématique. Et la troisième problématique, c'est est-ce qu'il faut prendre les marchés régionaux comme source d'approvisionnement pour les biens alimentaires ou bien faut-il simplement partir du marché mondial, alimentaire mondial, qui est constitué d'énormes excédents de produits agricoles, de produits alimentaires. Et donc ces trois questions sont à la base des contradictions dans lesquelles les politiques agricoles des pays africains sont plongées et qui fait qu'aujourd'hui le secteur agricole en Afrique est vraiment un secteur en désarroi. Alors pour répondre à ces questions, nous avons utilisé trois études. Une étude qui a été faite par Douya, Hermelin et Rubier sur l'agriculture dans la CEMAC, dans le contexte des APE. Une deuxième étude qui a été faite par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui porte sur l'évaluation de l'impact des APE sur les pays de la CEDEAO. Et enfin, une troisième étude que j'ai faite moi-même, c'est une recherche que je mène depuis quelques années, qui découle d'une interrogation fondamentale que je me pose, c'est à savoir, est-ce que les productions en Afrique peuvent être considérées comme des productions complémentaires et donc être en mesure de nourrir des courants d'échange intra-régionaux. Alors c'est une communication que j'avais présentée il y a 2 ans dans une conférence qui s'est tenue à Dakar. Et donc ce sont ces trois études qui sont à la base de cette communication. Alors, le premier point, la situation alimentaire. Allons voir la situation alimentaire, notamment en commençant par les pays de la CEMAC. La CEMAC, c'est donc l'organisation régionale qui regroupe 6 pays, le Congo, le Cameroun, le Gabon, la RCA, le Tchad, la Guinée équatoriale. La population est estimée à 30 millions. Et dans ces 30 millions, le Cameroun concentre à lui seul la moitié, à peu près 16 millions. Et 64% des habitants de cette zone sont des ruraux. On constate également que parmi 6 pays en Afrique centrale, 5 sont producteurs de pétrole. Donc des pays qui sont bien dotés en ressources naturelles. Par contre, il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'en même temps que ces pays sont riches en pétrole, on constate des taux de pauvreté qui sont relativement élevés. 60% au Tchad, 50,1% au Congo, 46% au Gabon et 42% au Cameroun. Du point de vue de la dépendance alimentaire, la tendance est à accroissement de la dépendance alimentaire. Et là, vous avez 2 chiffres. Il y a 2 chiffres qu'on peut évoquer. Le taux de croissance démographique est à 2% en moyenne, 2,7% en moyenne en Afrique centrale, dans ces 6 pays de l'Afrique centrale. Par contre, le taux de croissance de l'offre agricole se situe à 2%. Et donc, il y a un gap, il y a un déficit entre la croissance démographique et la croissance de la production agricole.
Et un autre facteur vient aggraver cette situation déjà qui est négative, c'est le fait que ces pays ont une urbanisation croissante. Et donc, sont confrontés à un problème de demande en biens alimentaires qui attend à s'accroître avec le développement des villes et l'exode rural. Quand on voit la part de l'agriculture dans les pays de la CEMAC, bon, l'évolution de cette part tend à baisser. Sauf pour le cas du pays, vous voyez sur le graphique, le deuxième pays, c'est la RCA, où la tendance de 1996 à 2002 est plutôt positive. Il y a un accroissement de la part de l'agriculture dans le PIB. Par contre, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, ben, c'est l'inverse. La part de l'agriculture tend à baisser dans la production nationale, dans le PIB. Et le cas le plus extrême, c'est la Guinée équatoriale, l'avant-dernier pays. Vous voyez, il y a vraiment un décalage entre... il y a vraiment une chute de la part de l'agriculture dans le PIB. Cela s'explique surtout par le fait que ce pays a connu un boom pétrolier, un important boom pétrolier, et on pourrait même dire que la maladie hollandaise est en train de guetter ce pays parce que généralement il y a de fortes exportations des produits pétroliers d'une part, mais un déclin des autres secteurs de l'économie d'autre part. Quelle est la structure de la dépendance alimentaire dans la CEMAC? Là également, je montre un tableau là qui comprend dans la première ligne de disponibilité alimentaire, c'est en milliers de tonnes. Deuxième ligne, c'est la population sous-alimentée, 29% au Cameroun, 41% en RCA, 32% au Congo. Et bon, au Gabon, c'est relativement faible, seulement 8%. Au Tchad, 38%. Donc là également, on sent qu'il y a des problèmes d'alimentation de la population dans ces différents pays. Au niveau des déficits alimentaires, bon, il y a eu des estimations qui ont été faites par personne. Le déficit alimentaire moyen en kilocalories est de moins 210. Vous savez que la moyenne, en gros, c'est 2400 calories par jour. Mais dans ces pays, en moyenne, les individus n'atteignent pas 2400 calories par jour. Et donc, au Cameroun, bon, il y a un déficit, il y a un manque de 210 calories par personne. En RCA, 400 calories. Au Congo, 230 calories, sauf au Gabon, où on a un excédent. Donc, le Gabon, c'est le seul pays en Afrique centrale où la population ne connaît pas ce déficit alimentaire. Et au Tchad, évidemment, il y a également un déficit de 330 calories. Et les importations alimentaires sont également importantes. Dans le total des importations, le record ici est battu par le Congo, où 25,6% des importations de ce pays sont constituées de produits alimentaires. Alors, pour vous donner une idée en termes de valeur, le Congo importe en moyenne chaque année près de 100 milliards de francs CFA de denrées alimentaires, ce qui équivaut en euros à près de 153 millions d'euros par an. C'est considérable pour un petit pays comme le Congo qui doit évidemment sortir d'énormes masses de devises pour payer l'alimentation pour la population. En ce qui concerne la CEDEAO, donc c'est l'Afrique centrale, c'est un grand ensemble. Il y a 116 pays qui composent la CEDEAO, avec 243 millions d'habitants, 38% de la population subsaharienne. C'est vraiment l'ensemble régional le plus important, le plus imposant en Afrique subsaharienne. Et la CEDEAO est en majorité composée de pays pauvres, classés parmi les PEMA, sur 13 pays sur 16. Ce sont des PEMA, des pays moins avancés. Et généralement, donc, le niveau du PIB également relativement faible par rapport aux pays en développement, 500 $ par habitant, alors que le niveau moyen est de 1170 $ par habitant. Le poids de l'agriculture dans cette zone est également important. L'agriculture contribue pour 35% de la programmation brute du capital. Elle procure 15,3% des recettes d'exportation. Et elle emploie plus de 70% de la population active. C'est donc vraiment un secteur important sur le plan économique comme sur le plan social. On constate une accentuation du déficit vivrier dans cette zone. Il y a quelques chiffres là sur la diapositive. Je vais prendre un chiffre. Le déficit donc de 1995 à 2000, le déficit est évalué à plus de 1 milliard de dollars. Enfin, ce déficit plutôt a fondu et en 2004, il est passé à 1 milliard de dollars.
on peut observer qu'un certain nombre de produits sont vraiment déficitaires, comme le riz, le froment de blé, les produits laitiers, le sucre, les huiles, etc. Ici, là, j'ai reproduit le graphique qui montre la balance agricole de la CEDEAO, c'est-à-dire les échanges des produits vivriers au sein de la CEDEAO. Vous voyez, il y a une chute, notamment en 2000, là, c'est vraiment une chute brutale. Et il y a une légère reprise, mais la tendance est plutôt à la baisse des échanges des produits vivriers au sein de la CEDEAO. Alors, face à cette situation qui est désastreuse, les gouvernements ont pris conscience qu'il fallait mettre en place des stratégies régionales, des stratégies bâties sur des politiques agricoles communes. Bon, la CEDEAO l'a fait récemment, en janvier 2005, à Accra, lors de la conférence des chefs d'État. Cette organisation a mis en place une politique agricole commune appelée ECOWAP. L'objectif, c'est assurer la sécurité alimentaire. L'approche qui est adoptée, c'est celle qui se fonde sur la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la réduction des importations des biens alimentaires. Fait relativement important, c'est que cette stratégie reconnaît le rôle important, le rôle primordial des exploitations familiales. Et enfin, le moyen que se dote le gouvernement pour atteindre la souveraineté alimentaire, c'est allouer 10% du budget national à l'agriculture. En ce qui concerne la CEMAC, cette zone a adopté en 1999 une politique agricole commune également. Cette politique se fixe 5 défis à relever. Premier défi, améliorer les revenus des producteurs. Le deuxième défi, c'est accroître la productivité agricole. Bon, le troisième défi, c'est développer les infrastructures pour faciliter l'accès des marchés. Et enfin, un défi qui est lié au contexte actuel des négociations multilatérales, c'est se préparer pour les négociations commerciales sur l'agriculture, dans le cadre de l'OMC ou dans le cadre des négociations entre les pays de l'Union européenne et les pays ACP. Et enfin, le cinquième défi, c'est augmenter les budgets nationaux alloués au secteur agricole. Bon, mais face à ces stratégies, à ces politiques communes, il y a des contraintes. Et j'ai identifié ici une série de contraintes. La première contrainte qu'on peut observer, c'est que c'est le manque de fiabilité des statistiques et le fait que les États, les gouvernements ont des structures administratives qui ont des carences, qui ont des défaillances. Tout à l'heure, Vanessa a parlé de défaillances administratives, mais là, on a vraiment des structures administratives qui ont en charge l'agriculture, mais qui sont défaillantes parce que ces structures ne participent pas de manière active aux négociations dans le cadre de l'intégration régionale. Pour prendre le cas du TEC, vous savez que en 1994, il y a eu un programme fiscalo-douanier qui a été mis en place en Afrique centrale. Ce programme fiscalo-douanier avait comme objectif d'ouvrir les marchés de l'Afrique centrale et principalement de réduire les tarifs douaniers. J'ai eu à prendre part à certaines réunions de ce programme et on a constaté qu'il n'y avait pas d'administration représentant l'agriculture, alors que le tarif extérieur commun aborde également la tarification des produits agricoles, comme le riz, le poisson salé, enfin des produits alimentaires comme le riz, le poisson salé et autres, le lait. Il y avait une absence totale des représentants des administrations relevant de l'agriculture. Il y avait également aussi l'absence des producteurs agricoles eux-mêmes, qui souvent ne sont pas représentés, ne sont pas bien structurés, etc. Ce qui fait que les décisions qui se prennent, qui sont d'importance majeure pour l'agriculture, sont prises en dehors des acteurs qui sont directement concernés par le secteur agricole. Deuxième contrainte, ce sont les difficultés de réaliser l'intégration régionale des marchés. C'est véritablement un problème. Lorsqu'on fait le bilan de l'intégration régionale en Afrique, on se rend compte que cette intégration n'a pas beaucoup avancé. Elle a même tendance à reculer. Les chiffres le montrent, parce que un indicateur important d'intégration régionale, c'est le niveau des échanges intra-régionaux. Car si on fait l'intégration, c'est pour développer le commerce entre les pays qui s'intègrent. Et lorsqu'on voit les pourcentages d'échanges intra-régionaux, la tendance est plutôt à la baisse. De 11% en 1999 au niveau de la CEDEAO, ces échanges sont passés à 5% en 2004. Et lorsqu'on voit le niveau des échanges dans la CEMAC, c'est pareil, c'est de 5% à 3%. Donc il y a une baisse relative
des échanges, d'abord, ils sont à un niveau faible, mais en même temps, ils ont tendance à baisser en pourcentage des importations totales, des échanges totaux. Les échanges de biens alimentaires également connaissent la même tendance, une baisse des échanges alimentaires au sein des pays membres des organisations régionales africaines. Ici, il y a l'exemple de la CEDEAO. En 1999, ces échanges alimentaires étaient à 11%. En 2004, ils sont passés à 6,5%. On constate également une forte disparité et une faible diversification des échanges agricoles dans la CEMAC. Quand on voit la CEMAC, l'Afrique centrale, vous avez des échanges qui sont concentrés par un seul pays, le Cameroun. 75% des échanges sont réalisés par le Cameroun. Mais en même temps, ces échanges sont très peu diversifiés en termes dans leur constitution comme dans leur destination. Souvent, c'est un produit qui va vers tel autre pays, ce qui fait que ce sont des échanges qui sont très peu diversifiés. Une autre contrainte relativement importante, c'est le tarif extérieur commun. Ce tarif extérieur commun est un tarif qui a été fait dans un objectif inverse. C'est-à-dire, au lieu de protéger les productions locales, le tarif extérieur commun a été conçu dans l'esprit d'ouvrir les marchés des pays africains aux produits étrangers. Et donc, de rendre plus vulnérables les producteurs locaux qui déjà ont des problèmes de productivité, de rendement, et donc confrontés à l'offre des produits venant de l'étranger, ces producteurs sont menacés. Et beaucoup de producteurs sont ruinés à cause de cette situation, de manque de protection. Alors, pour vous donner quelques exemples, j'en ai pris deux, le riz et le lait. Alors, le Nigeria taxe le riz à l'importation à 100%. Le taux du TEC de l'UEMOA est à 10%, donc 10 fois moins. Vous voyez, c'est vraiment une différence très, très importante. Le Kenya taxe le lait en poudre à 60%. C'est évidemment dans l'objectif de pousser la consommation du lait local. L'UEMOA taxe ce même lait à 5%. C'est vraiment des niveaux différents et c'est là où c'est véritablement un problème parce que ces niveaux de taxation au niveau de l'Afrique centrale ont été mis en place en 1994 dans le cadre d'un programme, tout à l'heure, c'est le programme fiscalo-douanier. Mais c'est un programme qui avait été conçu par la Banque mondiale. Je me rappelle à l'époque, la Banque mondiale est venue au Congo, après contact avec l'administration des douanes, des impôts. La Banque mondiale avait déjà son logiciel dans ses portables, et puis voilà, ils ont collecté quelques données, et puis ils ont tiré un certain nombre de conclusions. Votre régime fiscalo-douanier, il n'est pas bon, il est ingérable, il ceci, il a tous les défauts du monde, il faut le changer. Et c'est là où ils ont proposé, les tarifs étaient à l'époque à 150%, ils ont proposé 30% maximum, voilà le tarif douanier. Vous voyez, cette disproportion a fait que, évidemment, les administrations de douane étaient très, très réticentes. Je m'appelle encore le directeur général des impôts de mon pays qui ne faisait qu'hausser les épaules en disant mais où on va, ça c'est la catastrophe. Mais les administrations n'ont aucun pouvoir face aux experts de la Banque mondiale, pour la simple raison que les pays africains sont souvent étranglés par la dette. Et voilà. Vous voulez qu'on vous aide, vous appliquez ceci, vous appliquez cela, c'est ce qu'on appelle les fameuses conditionnalités. Et donc l'État, le gouvernement est obligé d'accepter et de faire en sorte que pour que le gouvernement reçoive de l'aide, évidemment, parce que même lorsque le gouvernement négocie avec ce qu'on appelle les pays amis, prenons le cas du Congo dont le pays souvent ami c'est la France dit au gouvernement, entendez-vous d'abord avec la Banque mondiale et les FMI et puis venez nous voir par la suite. Vous voyez, c'est donc ce contexte de pression continuelle qui fait que la situation est souvent une situation de fait accompli. Je peux vous raconter une petite histoire, c'est qu'il y a eu une fois, le FMI arrive au pays, il fallait négocier le programme. Après une semaine de tractation, d'entretien, de contact avec le Trésor, la Banque centrale, les administrations, etc., les experts du FMI ont rédigé leur mémorandum en 2 ou 3 jours, et puis 2 jours avant de partir, ils remettent leur mémorandum au ministre des Finances. Moi, à l'époque, je travaillais au ministère des Finances, et puis ils disent au ministre des Finances, voilà, vous avez 2 jours
vous regardez ce document et puis vous faites vos remarques. Évidemment, en 2 jours, un document de près de 50 pages, avec beaucoup de chiffres, des données, que peuvent faire des gens qui ne sont pas préparés à ce genre d'exercice? Bon, le ministre nous a appelés dardard pour regarder ce document, et puis nous, qu'est-ce que nous avons fait? Bon, nous avons regardé, mais on ne pouvait pas aller au fond du document. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelques améliorations de forme. Bon, telle phrase, c'est pas très bien écrit. Bon, on peut changer tel mot, etc. Et puis on a remis le document, et après, bon, le FMI a demandé au gouvernement, au ministre des Finances, de signer au bas du document. À partir du moment où le ministre signe, ce n'est plus le document du FMI, c'est le document du gouvernement congolais. Et c'est au gouvernement congolais de le défendre. Évidemment, il y a un certain nombre de conditions, des engagements qu'il faut prendre, avec un timing précis, etc. Et donc, c'est ce contexte qui fait que, évidemment, lorsqu'on parle de tarifs extérieurs communs, on ne se rend pas compte dans quelles conditions les gouvernements africains négocient. Ils négocient dans des conditions telles qu'ils sont sous pression, ils sont souvent désarmés, il n'y a pas des études, ils ne sont pas préparés pour, et voilà. Et donc, dans ce cas-là, lorsque ce genre de document arrive, ben, il faut signer pour que, après, le document soit adopté et que ça passe au conseil d'administration du FMI, etc. Et que vous ayez la chance qu'on vous aide et qu'on vous accorde quelques crédits, etc. Voilà. Alors, enfin, dernière contrainte que je voulais aborder ici, c'est les accords de partenariat économique. Là, il y a 2 effets importants. Ces accords sont en négociation, mais lorsqu'ils sont appliqués tels quels, il y aura 2 effets négatifs sur les économies africaines. Le premier effet, c'est l'accroissement des importations alimentaires par rapport à l'Union européenne. Donc l'accentuation de la dépendance alimentaire. Il y a eu une étude qui a été faite par la CEA qui montre que les principaux bénéficiaires seraient la France. Il y a donc un gain évalué à 1,87 milliard de dollars pour l'Union européenne, et donc la France, 26% des exportations supplémentaires, donc qui équivaudra à 500 millions de dollars. Le Royaume-Uni, 17%, l'Allemagne, 15,5%, l'Italie, 11,4%, la Belgique, 9,7%. Donc les accords de partenariat économique, ce que ça montre clairement, c'est que l'Union européenne est gagnante. Et en général, les pays africains sont perdants. Du côté des pays africains, il y a 2 pays dans la zone de la CEDEAO qui sont les principaux clients, qui vont absorber 62% des importations supplémentaires de l'Union européenne. Il s'agit du Nigeria et du Ghana. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ces 2 pays connaîtraient un accroissement respectif de 11% et de 9% de leur importation en provenance de l'Union européenne. Donc en ce qui concerne la dépendance alimentaire, évidemment, les APE vont accentuer la dépendance alimentaire. Deuxième effet, c'est qu'on va constater une réduction des échanges, un détournement de commerce, une réduction des échanges intra-régionaux de ces organisations régionales. Pour les produits comme la viande, les céréales, le lait, les légumes, les fruits. Et là, dans ce tableau, vous voyez à gauche là, les variations des échanges. Le Nigeria va connaître une baisse de 4,7% de ses échanges dans la sous-région. Le Ghana, c'est vraiment le pays qui va le plus souffrir, puisque moins 17,6% de ses échanges. Puis vous avez le Bénin, etc., la Mauritanie. Voilà. En moyenne, moins 6,76%. Donc il y aura une chute des échanges intra-régionaux. Or, je vous l'ai dit tantôt, ces échanges sont déjà faibles. Ils ont tendance à baisser. Et donc les APE viendront encore pour accentuer cette tendance à la chute des échanges intra-régionaux. Enfin, je vais terminer sur un aspect, les complémentarités productives. C'est pour resituer un peu le débat, dans le sens où en Afrique, évidemment, il est souvent dit, les productions ne sont pas complémentaires, c'est des pays qui produisent les mêmes biens, donc il est difficile que ces pays alimentent un véritable courant d'échange. Or, lorsqu'on regarde les faits, et c'est dans un rapport de la Banque mondiale de 1989, ce rapport souligne clairement qu'en Afrique, il y a des pays qui sont excédentaires et des pays qui sont déficitaires. Et que les pays excédentaires pourraient approvisionner les pays déficitaires en un certain nombre de produits. Bon, là, j'ai listé quelques produits, la viande, pour le cas de l'Éthiopie, le Mali, le Niger, le poisson, Côte d'Ivoire, Madagascar, Maurice, etc., les céréales,
Burundi, Cameroun, Kenya, le caoutchouc, le thé, le cacao, etc. Et dans les 9 produits listés ici, 6 sont des produits alimentaires. Donc il existe des possibilités pour qu'il y ait un commerce intra-africain qui se développe. Et ce commerce intra-africain, s'il se développe, il permettrait aux pays africains de faire un gain de 5 milliards de dollars. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les pays africains importent beaucoup plus des pays hors de l'Afrique, des pays d'Europe, d'Amérique ou des pays d'Asie, alors qu'ils sont parfois des pays voisins qui ont des produits alimentaires qui pourraient être des fournisseurs de ces pays. Je vous donne un exemple qui est assez édifiant. Il y a une année au Gabon, il y avait pénurie d'oignons. On ne trouvait plus l'oignon à Brazzaville, à Libreville. Au Tchad, au Cameroun voisin, il y a beaucoup d'oignons, il y a beaucoup d'excédents d'oignons. Qu'a fait le gouvernement gabonais? Le gouvernement gabonais a fait venir de la Hollande des conteneurs d'oignons pour régler ce problème. Donc ce sont les paradoxes, les contradictions qu'on constate dans les pays africains où les courants d'échange ont tendance à se développer plutôt de l'Occident vers l'Afrique qu'entre pays africains. En conclusion, j'aimerais soulever 6 points, 6 aspects. La question de la souveraineté alimentaire, c'est une question qu'il ne faut pas isoler de l'ensemble de la question de la souveraineté économique. Parce qu'on ne peut pas se nourrir et être capable de prendre en charge ses propres besoins alimentaires si, du point de vue de l'économie, l'ensemble de l'économie, les destins de l'économie échappent au pays lui-même. Et aujourd'hui, en général, les pays africains n'ont pas de souveraineté économique. Ce sont les firmes nationales, c'est le capital étranger, ce sont les institutions internationales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont le contrôle des économies africaines et le contrôle des politiques économiques en Afrique. Deuxième aspect, la nécessité d'une volonté communautaire, parce qu'il faut une volonté communautaire, une volonté politique des États pour que les complémentarités qui existent dans les pays africains soient véritablement valorisées. Donc cela suppose, par exemple, la mise en place des infrastructures routières, qu'il y ait une amélioration des administrations, qu'on puisse mettre fin au dysfonctionnement, à l'insécurité. Troisième aspect, c'est qu'il faut la nécessité d'un minimum de protection. Dans le contexte actuel, évidemment, on ne peut pas atteindre la souveraineté alimentaire si on ne protège pas les producteurs africains, les producteurs locaux. Or, la tendance est l'inverse, c'est la tendance libérale, la tendance d'ouvrir les marchés africains. Et les gouvernements sont beaucoup plus sensibles à cette tendance d'ouverture à cause de ce qu'on appelle le biais urbain sur les politiques économiques des gouvernements. Vous savez, les gouvernements africains font beaucoup attention aux urbains parce qu'ils ont un poids politique considérable et ont beaucoup tendance à marginaliser les ruraux. Bon. Or, les urbains, ils sont mécontents surtout lorsque les prix augmentent, lorsqu'ils ne peuvent pas manger à leur faim, etc. Et donc, bon, la facilité, c'est quoi? C'est importer massivement des produits alimentaires pour nourrir ces urbains. C'est donc le bien urbain dans les politiques des pays africains. Et ce bien urbain, évidemment, ne contribue pas à la protection des producteurs locaux, mais beaucoup plus à ouvrir les marchés pour importer massivement des produits étrangers. Quatrième point, les entraves aux échanges intra-régionaux doivent être levées. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur ce point, tant plus que Vanessa l'a abordé en long et large tout à l'heure. Cinquième point, c'est accroître le poids des producteurs agricoles et limiter l'influence des lobbies des commerçants importateurs dans les politiques. Parce que pour comprendre ce qui se passe en Afrique, il faut comprendre quels sont les groupes qui agissent sur les politiques en fonction de leurs intérêts. En général, ce sont les lobbies constitués par des groupes de commerçants qui ont le monopole, qui forment des monopoles ou des oligopoles et qui contrôlent l'importation des denrées alimentaires. Ces lobbies sont dans l'appareil de l'État, dans les institutions politiques, sont en lien avec les administrations des douanes et des impôts pour ne pas payer des droits de douane, etc. Et comme ça, casser les prix sur le marché. Et cette situation fait qu'aujourd'hui, les producteurs agricoles qui sont relativement plus faibles
moins structurés, moins influents, ne peuvent pas voir leurs intérêts être représentés au niveau des politiques économiques. Et c'est donc cette situation qui est défavorable donc, aux producteurs agricoles qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de mettre en place des politiques qui véritablement tiennent compte des intérêts des communautés rurales, des producteurs agricoles. Il y a une perspective quand même, c'est le 6e point, c'est qu'il y a une émergence d'une nouvelle classe de producteurs capitalistes dans l'agriculture. On peut le constater au Cameroun, on peut le constater au Congo, c'est-à-dire des urbains, l'élite urbaine, qui a tendance à investir dans l'agriculture. Et chez nous, au Congo, cela se traduit surtout dans la culture du manioc. Aujourd'hui, dans la zone qui est au nord de Brazzaville, dans les régions au nord de Brazzaville, lorsque vous avez l'occasion d'aller dans ces zones, vous constatez des grandes superficies de terre qui sont cultivées par la culture par des généraux, des hommes politiques, des hauts fonctionnaires. Et cette nouvelle classe a réussi, il y a quelques années, à imposer à l'État l'exonération des intrants agricoles, c'est-à-dire l'importation des tracteurs, l'importation des semences, des pesticides, etc., était exonérée d'impôts. C'était donc pour favoriser une certaine modernisation de l'agriculture, une mécanisation de la production agricole. Et cette nouvelle classe, si elle se développe, si elle se structure davantage, s'organise mieux, pourrait être le fer de lance d'une politique basée sur une véritable souveraineté alimentaire, c'est-à-dire une politique qui tiendrait en compte les intérêts des producteurs agricoles et qui favoriserait la protection du secteur agricole face aux importations massives des produits étrangers. Voilà, je vous remercie de votre attention.